Bienvenue à toutes et à tous. On est super content de vous retrouver aujourd'hui pour ce webinaire avec Cédric Andouche qui va nous parler d'Alexandre Dumas. Alors Cédric Andouche, il est docteur en langue et en littérature française agrégé de lettres modernes. Il est spécialiste des littératures et culture populaire et notamment de la figure littéraire du justicier du 19e et 20e siècle. Il est l'auteur de plein de livres, mais pour en citer certains, l'Arsène Lupin de Maurice Leblanc, construction d'un personnage prototypique. Il a aussi co-dirigé le numéro des Cahiers Robinson qui est consacré aux figures des justiciers et justicières. Et chez Belin Éducation, il a dirigé une trentaine d'ouvrages scolaires ou parascolaires, enfin parascolaires surtout, sur des personnages mythiques, sur Arsène Lupin, sur des ouvrages d'Alexandre Dumas, dont on va parler aujourd'hui. Sa présentation, elle va durer entre 30 et 40 minutes. Il va vous faire plonger vraiment dans l'univers de Dumas, vous allez voir. Et si vous avez des questions, des remarques, des choses que vous voulez partager, vous pouvez utiliser les outils qui y a en bas de votre écran, soit l'outil questions et réponses, soit le chat, et on vous répondra à la fin de sa présentation. Bien sûr, ce webinaire est enregistré. Il sera disponible sur notre site, sur notre chaîne YouTube. Donc, vous pourrez le faire passer à toutes les personnes que vous souhaitez et qui ne peuvent pas se connecter aujourd'hui. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions, en tout cas à les envoyer à n'importe quel moment. Et puis, je laisse la parole à Cédric Andouche. Eh bien, bonjour, bienvenue à toutes et à tous pour ce webinaire dumasien organisé par Belin Éducation et dédié aujourd'hui au fabuleux conte de Monte Cristo. Alors, évidemment, c'est toujours plus agréable de parler avec des images, donc je vais vous proposer un petit diaporama qui va m'accompagner, me servir de cicerone, vous allez voir, tout au long de ma présentation. Eh bien, allons-y. Alors, pour aller jusqu'au bout de cette vengeance pédagogique au collège, je vous proposerai un parcours en deux temps et vous retiendrez, comme vous l'avez compris, je vous retiendrai captive et captif durant, allez, un peu plus d'une demi-heure, hein, pas davantage, avec un boulet de 36 au pied, pour citer Dumas. Alors nous commencerons par évoquer assez rapidement la vie de l'auteur, vie romanesque, hein, avec ses voyages, ses luttes, ses batailles, avant de revenir pour mieux le commenter sur l'illustre comte de Monte Cristo. Alors, sans attendre, évoquons la vie de l'une des plus grandes figures françaises de la littérature dite populaire. Celui que Sainte-Beuve, dans ses causeries du lundi, disait avec la plus grande injustice qu'il couvre d'immenses toiles sans jamais fatiguer, ni son pinceau, ni son lecteur. Il est amusant, il embrasse, mais n'étreint pas comme Monsieur de Balzac. Alors, n'en déplaise au Sainte-Beuve, il est des jours et des œuvres où l'on préfère Monsieur Dumas à Monsieur de Balzac. Allez, c'est parti, sans attendre. Évoquons cette vie, hein, parlons de l'enfance et du cadre familial qui n'est pas sans rapport, vous le verrez, avec l'intrigue du roman qui nous occupe aujourd'hui. Alexandre Dumas il est né le 24 juillet 1802 à Villers-Cotterêts, dans l'Aisne. Ce siècle, vous l'avez remarqué, avait 2 ans également. Bon, donc vous avez la référence, je le sais, si au besoin, vous me la demanderez. Alors, il est fils de Thomas Alexandre Davy et de la Pailletterie, né Thomas Alexandre Dumas, un général impérial d'origine haïtienne, né à Saint-Domingue, et de Marie-Louise Élisabeth Labouré, fille d'un commandant de la garde nationale. D'ailleurs, dans ses mémoires, Alexandre Dumas décrit son père, le général, comme une force de la nature, hein. Le général qui accompagne d'ailleurs Bonaparte dans de nombreuses campagnes, hein, jusqu'à sa disgrâce, hein, et la perte de ses honneurs militaires pour une sombre affaire qui ressemble étrangement
à de la trahison. Alors nous y voilà déjà, hein, tout quoque mihi fili, ou plutôt tout quoque pater meus. Alors, à 4 ans, Alexandre Dumas devient orphelin de père et de mère. Sa mère, enfin, orphelin de père. Sa mère va l'élever seule, hein, elle va peiner à l'élever seule. La famille reste en effet sans ressources financières, hein. L'empereur refuse de verser l'arriéré de solde ou même une pension à la famille, hein, lui qui devait être le parrain du premier fils du général Dumas. Alors imaginez le destin. Ici, vous voyez déjà se dégager quelques thèmes fondateurs du roman. Trahison, emprisonnement, le père Dumas est incarcéré, torturé et estropié en Italie. Empoisonnement, parce que le père Dumas a vraisemblablement été empoisonné en prison, tout comme l'importance de la figure paternelle que l'on retrouve dans notre Monte Cristo, chez le père Dantès, le père Morel et surtout l'abbé Faria, le père spirituel. Alors quoi qu'il en soit, loin de l'élite de la grande bourgeoisie, Alexandre Dumas reçoit une éducation simple, hein, auprès du bon abbé Grégoire, éducation qui se réduit à la lecture et à l'écriture du français, sans lui offrir une vaste connaissance des classiques de la littérature, hein. Là, pour le coup, n'est pas Faria qui veut. Alors, les années passent. Pour faire vite, hein, Dumas rejoint Paris en 1823 et découvre, hein, la comédie française. Il se passionne très vite pour le théâtre et se lie à des figures romantiques comme Nodier ou Hugo. Vous voyez, hein, il sait avec qui traîner pour le coup. Puis il entre, excusez du peu, au service du duc d'Orléans. Alors, qui est-il ce duc d'Orléans, vous me direz? Ben, c'est pas n'importe qui, hein. C'est le futur Louis-Philippe, roi de France, hein, au lendemain de la Révolution de 1830. La première pièce de Dumas, c'est Henri III et sa cour. C'est un drame historique qui se joue à la Comédie Française en 1829. Alors, vous le savez, aussi bien que moi, hein, les prescriptions scolaires ont tendance à associer la naissance du drame romantique à la bataille d'Hernani. Bon, à mon sens, c'est l'arbre qui cache la forêt, hein. Dumas est déjà passé par là, hein, vous l'avez vu, il enchaîne les succès comme dramaturge. C'est un homme de théâtre, Dumas, à l'origine, mais il n'en est pas moins un homme de l'action républicaine. En 1830, il accompagne les révolutionnaires et aime à raconter dans ses mémoires la façon dont il s'empare d'une poudrière à Soissons. Alors ça, c'est son fait d'armes, hein. Il devait souvent le raconter en soirée, à mon sens. Maintenant, parlons un peu de la suite de sa carrière, hein, celle qui tourne autour des romans feuilletons. Euh, Dumas, Dumas, c'est surtout l'homme de toutes les intuitions. Dès les années 1830, la presse quotidienne se développe, hein, et favorise l'essor de ce qu'on appelle le feuilleton, qui diffuse en la segmentant une histoire longue dans un journal. Émile de Girardin lance son journal La Presse et publie les feuilletons d'Alexandre Dumas. Alors la production de ce dernier est si importante qu'il va s'adosser les services de collaborateurs comme l'illustre Auguste Maquet, que vous le connaissez, hein. Alors, en quelques années, Alexandre Dumas connaît la gloire avec ses trois mousquetaires. Alors ça, c'est en 44, 20 ans après, juste après, en 45, et le Comte de Monte Cristo, pour le coup, qui va être publié de 1844 à 1846. D'ailleurs, en 46, Alexandre Dumas, c'est devenu l'homme à la mode, hein. Il dépense énormément l'argent gagné ou l'argent emprunté. Il va se faire construire son théâtre historique à Paris. Et la même année, il achète une parcelle à Port-Marly où il érige, devinez quoi, son château de Monte Cristo, où il reçoit d'ailleurs sans compter amis et visiteurs, hein. La porte est toujours ouverte. Ce qui devait arriver arrive, c'est la banqueroute, la faillite, la débâcle. Allez, je vous en donne encore un, la déconfiture. Bon, en 1851, il s'exile à Bruxelles en compagnie de Victor Hugo pour protester contre Napoléon III et surtout pour échapper à ses dettes et ses créanciers qu'il rattrape. Alors, en 1860, il fournit des armes aux troupes de Garibaldi pour soutenir des actions militaires visant à unifier l'Italie. Alors ça, c'était déjà le grand projet politique de l'abbé Faria, hein. Il rentre en France en 1864, après avoir bien voyagé.
Alexandre Dumas n'arrête jamais d'écrire. Peu à peu, il est affaibli par la maladie et il s'éteint en décembre 1870 chez son fils. En 2002, son corps est transféré au Panthéon pour commémorer le bicentenaire de sa naissance. Alors, vous connaissez l'homme, il fallait le présenter. Et bien maintenant, découvrons ensemble le surhomme et abordons cette œuvre où le justicier se substitue à la providence, le comte de Monte Cristo. Alors, le comte de Monte Cristo, c'est un long roman qu'Alexandre Dumas, je l'ai dit il y a un instant, fait tout d'abord paraître en feuilleton. Alors, il paraît tout d'abord dans le Journal des débats d'août 1844 à janvier 1846, dans son roman d'aventure. L'auteur multiplie les rebondissements et les actions palpitantes. Bien évidemment, vous l'avez relu, non? Bon, bah alors je vais vous en remémorer l'intrigue initiale. L'action du roman débute en 1815. Le jeune Edmond Dantès, officier de marine de 19 ans, rentre à Marseille à bord du Pharaon, après avoir fait escale sur l'île d'Elbe. Il se prépare alors à épouser Mercedes, une jeune catalane aux cheveux noirs comme le jet. Jaloux de ce succès, Fernand Mondego et Danglars se lient pour écrire une lettre qui accuse gravement le jeune homme. Le jour de ses fiançailles, Dantès est arrêté sur ordre de Gérard de Villefort, puis emprisonné pour haute trahison au château d'If. À oublier de tous, Dantès fait la rencontre de l'abbé Faria, un autre détenu. Celui-ci dévoile à Edmond Dantès les véritables raisons de son arrestation et lui transmet d'innombrables connaissances scientifiques, philosophiques. Surtout, l'abbé Faria confie au jeune homme l'existence et l'emplacement d'un trésor fabuleux, le trésor des Spada, caché dans une grotte de l'île de Monte Cristo, au large de l'Italie. Une fois évadé, Edmond Dantès part à la recherche du trésor et se présente désormais sous le nom du comte de Monte Cristo. À Paris, il retrouve les hommes qui l'ont jadis trahi et décide, dans le plus grand secret, d'entamer une impitoyable et funeste vengeance. Et là, on n'en est même pas à la moitié du roman. Alors, quel canevas, me direz-vous, hein? Alors, de quelle muse enchanteresse Dumas tient-il cette inspiration mythique? Bah, sachez-le, tout serait parti d'un fait divers survenu en 1807 et surnommé le diamant de la vengeance, qui raconte comment, dans le sud de la France, à Nîmes, le jeune cordonnier François Picot se serait retrouvé peu de temps avant son mariage victime d'un complot, l'accusant d'être un agent secret au service de l'Angleterre. Le jeune homme est arrêté. En prison, un abbé italien lui lègue un diamant qui lui permet d'entamer sa vengeance. Oh, ça c'est l'inspiration, hein. Alors parallèlement, en 1842, Dumas aurait longé l'île de Monte Cristo en compagnie du neveu de Napoléon Ier et il lui aurait promis d'écrire sur Monte Cristo en souvenir de cette croisière. Alors comment aborder maintenant ce roman en classe, me direz-vous? Eh bien, accrochez-vous, parce que les entrées, les thématiques ne manquent pas. Vous allez le voir, ce roman se veut riche et total. Remarquez que nous allons déambuler à travers les objets d'étude, du cycle 3 jusqu'au cycle 4. Bien. Alors ça, c'est pour vous donner une petite idée du contenu. Oh là là, bon alors vous l'avez compris, le Comte de Monte Cristo est avant tout un roman d'aventure, un roman d'aventure qui multiplie les rebondissements, arrestations, évasion, vengeance au pluriel, empoisonnement au pluriel, les coups de théâtre. Alors on va songer aux excuses d'Albert de Morcerf. C'est un passage moi qui m'a profondément marqué, hein. Ou alors le grand pardon final. Je ne vais pas vous le divulgacher, mais tout est dans l'appellation. Alors c'est un roman arachnéen. Les fils de l'intrigue se succèdent, se croisent de façon incessante. Les personnages entretiennent entre eux, et même sans le savoir, des liens qui finissent par éclater au grand jour sous l'action de Dantès. L'aventure se trouve aussi liée au dépaysement.
Le roman propose au lecteur d'incessants voyages sur terre et en mer. On voyage énormément dans ce roman. Alors, ces voyages sont des supports propices aux aventures. Les lieux se multiplient. Marseille, Rome, Paris, Monte Cristo, Janina. Qu'est-ce que vous trouvez également? Des personnages, alors des personnages caractéristiques du genre apparaissent, des contrebandiers en mer ou la bande de bandits romains menée par le légendaire Luigi Vampa. Alors surtout, la vengeance n'est rendue possible que par la découverte d'un fabuleux trésor sur une île déserte. Alors si, ça ce n'est pas de l'aventure, hein, je n'y connais pas. Le roman entretient des liens évidents avec, alors ça aussi, c'est une entrée possible, avec les contes orientaux. L'un des pseudonymes de Dantès se révèle emprunté au conte des Mille et Une Nuits, c'est Simbad le marin, avec, avec lequel il signe beaucoup de lettres, hein. Et l'action évoque à de nombreuses reprises l'Orient, la Grèce, hein. Alexandre Dumas répond ainsi, hein, au dépaysement géographique recherché dans la lecture d'un roman d'aventure, hein, et puis surtout à l'orientalisme en vogue dans la première partie du 19e siècle. Alors ici, vous avez un canevas possible pour des sixièmes. Alors attention, choisissez bien votre outil. Pour ma part, je vous conseille mon adaptation. C'est le moment un peu, oui, un peu probo, hein, du texte dans cette édition Belin. Alors, c'est dans la collection Boussole. Alors, on est loin de ça, hein. Vous voyez, on passe de ça à ça. Alors ça, ce type d'ouvrage, hein, ça rend accessible le texte de Dumas auprès des plus jeunes lecteurs, même les lecteurs un peu plus en difficulté. Pour le coup, c'est ce qu'on appelle une réduction. Euh, c'est une coupe. Vous avez les mots de Dumas. Quelques expressions sont tout de même remplacées, hein, dans cette collection. Je pense au subjonctif imparfait ou plus que parfait pour permettre une plus grande accessibilité et lisibilité. Mais tout y est, hein, tout y est. Vous avez la plupart des personnages. Les vengeances se sont réduites, hein. Là, pour le coup, nous avons fait le choix de ne pas intégrer l'ensemble des vengeances, ce que vous allez trouver dans d'autres produits, des autres collections chez Belin Éducation. Mais ça, je vous en reparle tout à l'heure, hein, parce que ce n'est pas tout. Alors, l'aventure. Alors, j'en étais oui, l'aventure. Alors, l'aventure n'est qu'une structure apparente, hein. Monte Cristo, c'est également un roman insaisissable, parce que c'est un roman feuilleton. Alors pour le coup, pour vous, pour moi, notre définition contemporaine du genre qui est plutôt cloisonnante, on a affaire à des définitions qui sont souvent clivantes, hein. Bon, ce type de définition s'en trouve assez malmené. Alors, je vais vous donner quelques exemples d'approches libres de développement dans lesquelles vous puiserez à pleine main, comme dans un coffre au trésor, vos inspirations. Alors, le Comte de Monte Cristo, c'est un roman d'enquête, hein. Bon, alors là, ça me parle, hein, parce que c'est une enquête sur un crime qui s'est déroulé à Marseille en 1815. Peu à peu, Edmond Dantès se substitue à la justice officielle et réunit les indices qui le conduisent à désigner les responsables de son injuste incarcération. Au château d'If et à la manière d'un détective perspicace, vous avez un très beau passage dans lequel l'abbé Faria effectue d'habiles déductions dans un passage digne d'une aventure de Sherlock Holmes, hein. De la même manière, Dantès va recueillir de nombreux témoignages tout au long du roman qui lui permettent de faire la lumière sur le passé et les motivations de ses adversaires. Alors, le Comte de Monte Cristo, je vous ai dit que c'était un roman total parce que c'est également un roman qui parle à toutes les sensibilités. C'est un roman d'amour, hein. Alors, le roman se construit autour de plusieurs histoires de cœur, hein, avec des dénouements variés. Alors, les bons, les justes sont systématiquement récompensés. Alors, même si Edmond Dantès se trouve séparé de Mercédès, sa fiancée, il redécouvre la passion amoureuse auprès d'Haydée. Valentine de Villefort et Maximilien Morel dissimulent longtemps leurs sentiments respectifs avant de goûter à la joie du mariage. Alors, vous reconnaîtrez ici tout de même le thème des amours interdites à la Roméo-Juliette, Ruy Blas ou West Side Story, hein. Alors, à l'inverse, les traîtres, les opportunistes se voient tous punis en amour, que ce soit Danglars, Fernand
Cadrousse et Villefort. Ils sont tous malheureux. Oh, oui, hein, ce n'est que de justice. Alors, Monte Cristo, c'est également, c'est un roman d'enquête, c'est un roman d'amour, c'est un roman noir, que de nombreux épisodes du roman entretiennent des liens forts avec la tradition du roman noir du début du XVIIIe siècle. Des crimes atroces sont commis. Gérard de Villefort enterre un nouveau-né vivant. Héloïse de Villefort empoisonne autour d'elle, y compris son fils. Elle se suicide. Certains décors, cimetières, chambres rouges, grottes, résonnent avec les cadres inquiétants des romans noirs, voire fantastiques. Alors, de même, le comte de Monte Cristo semble entretenir des liens avec les puissances diaboliques. Edmond se change alors en démon. Bon, elle est facile celle-là. En effet, le personnage semble capable de se métamorphoser à volonté, de pénétrer des lieux pourtant fermés. Alors, vous relirez son apparition dans la chambre de Valentine. Alors là, je ne divulgage pas, je vous laisse le plaisir de relire. Alors, c'est également un roman initiatique. Vous voyez, alors là, on tourne plutôt autour du programme de quatrième. Le Comte de Monte Cristo se présente tout autant comme un roman d'initiation, ou plutôt, comment je pourrais l'appeler, de réinitialisation. Voilà, parce que Edmond Dantès suit un parcours qui va le métamorphoser par l'intermédiaire de l'abbé Faria, un érudit du château d'If, en gentilhomme accompli. Prisonnier, son identité civile disparaît. Elle se réduit simplement au numéro 34. Son évasion dans la Méditerranée revêt des allures de renaissance. La transformation sera non seulement intellectuelle, culturelle, mais aussi physique. Vous y penserez lorsque vous lirez Le Retour de Dantès évadé à Livourne, qui, passé chez un barbier, se regarde dans un miroir et ne reconnaît plus son visage. Edmond Dantès, le comte de Monte Cristo. Alors, c'est surtout le roman de la vengeance. C'est le premier grand roman de la vengeance différé dans le temps. Dantès incarne la figure du vengeur qui se fait justice lui-même. Sa vengeance, longue et patiente, entre en résonance avec celle de plusieurs autres personnages du roman. Je pense à la vendetta de Bertuccio, la colère d'Haïdé, qui a perdu son père et sa mère, le meurtre de Benedetto. Et cette vengeance exprime tout autant la volonté alors comment on pourrait appeler ça? C'est une volonté de régulation d'un homme accusé à tort que la, que la colère populaire contre les excès des classes dirigeantes. Alors ces classes dirigeantes, elles vont être incarnées par le banquier Danglars, le nouveau bourgeois opportuniste Morcerf ou le substitut du procureur de Villefort. C'est le roman d'une justice, ou plutôt d'une injustice, nous dit Dumas. Alors, c'est une justice sans sursis ni procès, plutôt expéditive, efficace, celle d'un homme juste qui se substitue à la providence divine. Vous le verrez, Dantès revêt des allures tantôt bienfaisantes, tantôt démoniaques, le tout au service de sa vengeance. Alors, évoquons pour poursuivre le personnage central du roman, Edmond Dantès. L'homme, non, le surhomme. Alors, c'est un personnage mystique, Edmond Dantès. Euh, Plusieurs raisons. Euh, et vous allez me voir arriver. Son apparence insaisissable. Tout au long de son aventure, le personnage d'Edmond Dantès multiplie les noms, les visages. Il apparaît ainsi tour à tour sous l'apparence du vieil abbé Busoni, de l'élégant Lord Wilmore, ou du richissime comte de Monte Cristo. Certains le connaissent sous les noms de Zacone ou de Simbad le marin. Ces multiples métamorphoses lui permettent d'obtenir des renseignements précieux qui servent son projet de vengeance. Vous pouvez ici le rapprocher d'un Vautrin, les illusions perdues paraissent 3 ans avant, ou encore du prince Rodolphe dans les mystères de Paris, voire, je ne peux que le citer ici, le maître des maîtres, le changement perpétuel, c'est Arsène Lupin. Bon, alors, c'est un être insaisissable, Dantès, un être mythique, mais pas seulement. On va développer tout ça. C'est surtout un surhomme,
un super-humain, vous voyez, en puissance. Alors ça va plaire aux élèves, hein, parce qu'on a le prototype du vengeur. Hein. Alors, parce qu'au cours de son incarcération, au château d'If, Edmond Dantès acquiert une extraordinaire force morale, puisant la volonté de survivre à ses souffrances dans la conviction de sa vengeance à venir. Il est jeté à la mer du haut d'une tour, hein, dans ce que les geôliers surnomment le cimetière du château d'If. Il survit à une mort certaine. Et ayant bénéficié des enseignements de l'abbé Faria, il affirme sa supériorité dans de nombreux domaines, chimie, tir, économie, philosophie. Alors, évoquons euh, son succès, le succès du roman, la postérité assurée. Alors, dès sa publication, le roman triomphe dans les pages du journal qui le publie en feuilleton. Les lecteurs sont tenus en haleine par l'auteur sur plusieurs années. Alexandre Dumas s'assure ainsi un revenu régulier en y intégrant plusieurs intrigues secondaires, hein, d'où la parution en 2 années. Le roman paraît ensuite sous la forme de fascicules, accompagnés d'illustrations, signés Paul Gavarni et Tony Johanneau, avant d'être repris en plusieurs volumes chez l'éditeur Michel Lévy. Alors, accompagné de son collaborateur Auguste Maquet, Alexandre Dumas ne s'arrête pas là, puisqu'il va adapter Le Comte de Monte-Cristo pour le théâtre. Ben oui, hein, ce sont ses premières amours. L'ampleur du roman contraint les auteurs à répartir l'action sur 3 drames intitulés Monte Cristo, Le Comte de Morcerf et Villefort. La première pièce est représentée au théâtre historique en février 1848. Alors, le roman est très vite traduit dans de nombreuses langues et connaît d'innombrables adaptations sur scène, à la télévision ou au cinéma, tout au long des 20e et 21e siècles. Hein, mais pas seulement. Hein. Vous allez également trouver les comédies musicales ou comme moi, après cette intervention, vous allez écouter en boucle hein, le Monte Cristo d'Indochine ou celui de Magic Kingdom, qui a ma préférence. Hein, écoutez les paroles, vous avez les 10 premiers chapitres du roman en musique. Vous allez également retrouver, si vous le souhaitez, l'abbé Faria dans The Witcher 3. Ou alors, ou alors vous allez demander au ce qu'il compte faire de la lecture d'Edmond Dantès. Vous avez une petite idée. Alors, les plus téméraires d'entre vous n'hésiteront pas à relever le défi Monte Cristo à la nage qui revit chaque année le château d'If au continent. Bon, il y en a pour tout le monde. Hein. Vous avez 1 kilomètre, 7 kilomètres, ça doit aller jusqu'à 8 kilomètres. Bon, il faut tenir la forme. Hein. Hum, Alors, pour finir, l'ampleur du roman, hein, je vous l'ai dit, hein, je vous l'ai montré tout à l'heure, hein, c'est un sacré volume. Alors, l'ampleur du roman peut effrayer les plus jeunes lecteurs. Pour cette raison, il convient de le présenter sous une forme réduite. À l'origine, le Comte de Monte-Cristo, c'est quand même 117 chapitres répartis en 6 volumes. Bon, ça fait beaucoup, hein. Bon, impossible à présenter en l'état au plus commun des élèves, même au moins commun. Et je suis certain que vous en connaissez. Alors, pour vous donner un ordre de grandeur, à l'intérieur de l'ouvrage original, vous allez trouver 3 millions de caractères. Un Jules Verne standard, vous en avez 800 000 à l'intérieur. Bon, alors les ouvrages proposés ici hein, chez Belin Éducation ne sont pas des ensembles de groupements de textes. Hein. Je vous l'ai expliqué tout à l'heure, ce qu'on trouve lorsqu'on a affaire généralement à des romans assez longs. Vous allez trouver assez facilement en librairie des ouvrages abrégés, mais qui se présentent souvent sous la forme de groupements de textes séparés entre eux par des résumés. Bon, alors ces résumés, ils ont tendance à briser la continuité de la lecture. Hein. Alors ces ouvrages-là que vous allez prochainement découvrir, hein,
se présentent comme des réductions du roman original, dont il respecte toute l'économie, les intrigues. Il n'y a pas de reformulation ni de résumé. Bon, tous les personnages sont présents, tous, sans exception. Même les intrigues secondaires, amoureuses parfois, sont préservées. Alors, ce sont les mots de Dumas. Croyez-moi, vous allez lire avec un grand plaisir et surtout, il y a peu de chances que vous vous rendiez compte des coupes effectuées. Ou alors vous m'écrivez, hein, parce que bon. Alors, pour conclure, hein, tous les points pédagogiques précédemment observés, que j'ai déclinés depuis tout à l'heure, vont être développés dans la séquence du livret du professeur de la collection Déclic. Hein, vous allez trouver bon nombre d'activités supplémentaires, quelques, quelques dictées également aménagées. Bon, alors n'attendez plus à plonger dans ce roman d'un mythe forcément d'actualité. Hein, c'est celui de la vengeance humaine et réfléchissez avec les plus jeunes à ce que peut bien représenter la justice personnelle sans appel ni sursis, pour citer Dumas. Je vous remercie. Alors la suite sans doute au prochain numéro, comme on a tendance à le dire. Merci beaucoup, Cédric Andouche, c'était passionnant. Et vous nous avez donné plein d'entrées possibles pédagogiques pour travailler sur ce texte qui est immense et qui est rendu ici accessible grâce à ces éditions. Et d'ailleurs pour différents niveaux, parce que pour Passy Classique et Déclic, c'est du collège, et puis Boussole, c'est même des élèves plus jeunes. Donc ça permet de l'étudier à plein de moments différents. On est disponible pour répondre à vos questions, donc n'hésitez pas à écrire dans le chat ou à envoyer vos questions sur l'outil questions et réponses. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est que, il y a quand même des sources d'inspiration assez diverses et intéressantes qui peuvent peut-être servir de point d'accroche pour les enseignants. L'orientalisme, qui est quand même un courant super important au 19e pour la majorité des auteurs, en fait, s'en sont vraiment imprégnés. C'était assez fondamental pour eux. Donc, ça peut permettre de faire des ponts avec d'autres auteurs étudiés la même année. Le fait de travailler sur un fait divers, je trouve que c'est hyper intéressant. Le fait divers est quand même enfin, comment dire, euh, une espèce de pelote de laine à dérouler qui va permettre en fait d'aborder des questions sociales, politiques. Enfin, ça peut être hyper riche en fait comme, comme sujet d'analyse. Et puis, travailler sur tout ce système narratif qui est quand même exemplaire, je pense. À quel point il y a des récits enchâssés, à quel point il y a des personnages nombreux et de l'aventure à tous les niveaux. Je pense que toute cette approche-là, narrative de structure du roman, elle est hyper importante pour comprendre après plein d'autres romans et types d'écrits, parce que finalement, elle réunit beaucoup d'ingrédients de la littérature de cette période-là. Il y a plein d'autres aspects que vous avez cités de toute façon hein, qui peuvent être intéressants et aussi tous les déroulements, toutes les adaptations. C'est assez amusant ce pont avec la musique, je trouve. C'est un peu inattendu ou avec la course de nage qui est quand même. Enfin, c'est étonnant à quel point la fiction va dans la réalité finalement. Là aussi, il y a un sujet qui est peut-être très intéressant et qui peut interpeller les élèves. Donc voilà, c'est une œuvre qui est vraiment très riche avec beaucoup de ressorts. Et d'ailleurs, tout au début dans l'intro, vous avez parlé de sa naissance à Villers-Cotterêts. Et il y a effectivement sa maison. Et Villers-Cotterêts, c'est là où il y a aussi la Cité internationale de la langue française. Donc, si jamais vous êtes dans le coin, vous pouvez passer. Ça vaut vraiment la peine. C'est une super visite à faire. Alors, il y a une enseignante Oui, qui demande si le spécimen va être, si vous allez recevoir le spécimen. Il faudrait que je regarde. Mais en tout cas, vous pouvez passer commande sur notre site, dans tous les cas. Et je vais vous mettre dans la conversation les liens vers les trois ouvrages dont on vous a parlé. Comme ça, vous allez pouvoir commander ce qui vous intéresse. Donc, il y a l'ouvrage en Passy classique, le boussole, et je vais vous mettre aussi le déclic. Après, les ouvrages Passy classiques sont des livres vraiment pas très chers.
qui sont super jolies avec un effet métallisé sur la couverture. Vous avez vraiment plein de titres phares. Donc, il y a aussi un petit effet de collection pour les élèves qui peut être assez sympa. Euh, En plus de, bien sûr, tout l'aspect pédagogique. Je cherche le déclic. Moi, je rebondis sur vos remarques, hein. L'orientalisme, oui, c'est une belle approche, hein. Vous pensez à l'odalisque de Ingres en peinture, vous pensez Ouais. à des recueils poétiques comme les orientales. Bon, alors Dumas, il sait très bien ce qu'il fait, hein. Il est vraiment dans l'air du temps. Concernant le fait divers, bon, c'est pas le premier à le faire, hein, ce sera pas le dernier. On a vraiment affaire tout au long du 19e siècle et au début du 20e, on a tendance à l'oublier, hein, une littérature qui sans cesse fictionnalise le réel, hein. Il y a souvent des points de départ dans des faits divers. Vous pensez à Stendhal, Le Rouge et le Noir, vous pensez à Madame Bovary. Bon, moi, j'ai quelques exemples d'Arsène Lupin en tête, Mm, évidemment, mais mm. voilà, il y a une proximité, hein. Il y a une proximité entre faits divers et littérature, et ça, c'est vraiment passionnant. C'est vraiment passionnant. Surtout quand vous avez affaire à des auteurs qui côtoient également le monde du journal, hein, le monde des Mm. quotidiens. Alors, c'était pas encore l'époque, c'est pas encore l'âge d'or, hein, de la presse, hein. Il faudra attendre la Troisième République pour vraiment avoir une concurrence entre auteurs et reporters. Mais dans les années 1840, 1850, ce sont les prémices d'une nouvelle ère médiatique qui est en train de s'ouvrir. Ouais. Et d'ailleurs, ce fait divers qu'il a inspiré au départ, c'est quand même assez romanesque hein, comme fait divers en soi. Oui, oui. Bon, alors lui aussi, enfin son histoire est également romanesque. Je vous ai pas tout Mm, dit, hein, parce que bon. mm. Euh, alors, il faut savoir que c'est un témoignage qui est euh, pour lequel on n'a pas réellement de source, hein, puisque on aurait un juge qui aurait écrit ses mémoires euh, et il se serait inspiré d'archives. Malheureusement, ces archives ont brûlé. Donc, en fait, on n'a pas de preuves. On n'a pas de preuves, Ah mais oui. voilà, l'aventure de Picot est devenue mythique, hein, le diamant de la vengeance, hein. D'ailleurs, on en trouve des adaptations en bande dessinée, hein. Voilà, donc c'est dire quand Mm. même qu'on a affaire à un proto Monte Cristo. Ah oui, en effet. Oui. Mm. Il y a quelqu'un qui nous demande aussi si vous avez eu la chance de voir le film avec Pierre Ninet en avant-première. J'attends toujours l'invitation, hein, l'appel est lancé. Je pensais le voir à Cannes, hein, avec tout ce que j'ai produit sur Monte Cristo, mais ben non, ils m'ont oublié. Bon, ce n'est pas grave. J'attendrai comme tout le monde, comme le commun des mortels. J'attendrai la sortie programmée pour fin juin. Voilà, j'aurai un grand plaisir à aller découvrir cette œuvre d'aventure, voilà, qui a vraiment le mérite, vous voyez, de refaire surtout de faire lire des ouvrages mythiques euh, auprès de jeunes lecteurs. On a eu la Lupin Mania. J'espère qu'on aura une Oui, Dumas Mania qui ne va pas s'arrêter, hein. En fin d'année, sachez-le, hein, une série également, plusieurs épisodes, une série internationale sera diffusée euh, à la télévision. Voilà. Donc là, c'est l'essence même du feuilleton. oui, effectivement, on reboucle finalement sur Hmm. cette forme Hmm. narrative Ouais. qu'il développe sur le long terme, parce qu'il a quand même mis pas mal d'années à produire cette Oui, œuvre. oui, oui. Oui, mais bon, c'est ce que j'ai essayé de vous comprendre, enfin de vous faire comprendre. C'est Dumas écrivait plusieurs romans, entre autres, hein, plusieurs romans à la fois, et il s'assurait ainsi des revenus, hein, des revenus mensuels. Bon, le premier vraiment auteur à bénéficier de revenus de la sorte, c'est Jules Verne, hein, qui sera lié par contrat, mais Monte Cristo a compris le truc, donc il intègre sans cesse des intrigues secondaires. Et il faut savoir que, vous savez, la partie la plus célèbre du château d'If,
l'arrestation, l'évasion, la rencontre avec Faria, ben, faisaient pas partie du manuscrit initial. Le roman commençait à Rome, lors du carnaval. Alors ça, vous allez le découvrir avec le roman parce que ce sont souvent des chapitres oubliés des adaptations cinématographiques ou en série. Il y a tout un passage très important qui se déroule en Italie. Ouais, c'est intéressant aussi de voir que il y a des... Comme c'est une œuvre qui est colossale, finalement, il y a souvent des sélections qui sont faites et c'est comme presque une réécriture de l'œuvre et qu'on n'a pas forcément accès à l'œuvre originale. Euh, et puis de savoir que bah, il l'a fait en pensant à ses revenus, mais il y a quand même, on sent qu'il y a une construction vraiment narrative globale pour garder vraiment une cohérence. Il y a quand même vraiment un intérêt prononcé pour l'histoire qu'il raconte, hein. C'est pas uniquement pour gagner de l'argent, c'est vraiment Exactement. une ambition hyper importante d'un point de vue littéraire, hein. Mm, mm. Oui, d'un point de vue, mais c'est ce que je vous disais, c'est vraiment le roman total. C'est- dans une séquence, vous ferez facilement le pont avec le théâtre, parce qu'il y a énormément de Mm. dialogues, hein. N'oublions pas la vocation initiale de Dumas. Et quand vous lisez ces dialogues, c'est très plaisant. Vous allez pouvoir très facilement en classe dramatiser, Mm. adapter en petites scénettes, en jeux de scène, bien des dialogues, hein, voilà, de ce roman qui se veut vraiment total. On a une autre question, c'est un petit mot sur les Trois Mousquetaires. Peut-être vous pourriez nous dire un peu les différentes adaptations qui sont proposées chez Velin Éducation. Alors, chez les Trois Mousquetaires, oula, bah, ils sont pas très loin de chez moi, hein. Vous avez une adaptation, alors toujours chez Boussole. Alors, ce sont les plus jeunes. Alors, on a tendance à fermer les yeux, vous voyez, sur une collection sur Boussole dans le secondaire, parce que c'est un peu estampillé premier degré, mais n'oublions pas qu'on fonctionne dans une logique de cycle. Et si vous avez des élèves, voilà, qui ont du mal à se lancer dans une lecture complexe, longue, moi je vous recommande de jeter un œil dans ces ouvrages qui fonctionnent sur le même principe que que le Comte de Monte Cristo. Ce sont des réductions, sont des réductions avec des reformulations ici ou là, mais on est vraiment proche du texte de Dumas. Chez Boussole, la priorité est donnée sur l'affaire des Ferrets, alors que chez Déclic et Passy Classique, vous allez balayer le roman d'une manière un peu plus large. Et vous allez retrouver, là, pour le coup, des formes verbales et des expressions un peu plus complexes. Donc, choisissez bien l'ouvrage selon le type d'élève, selon ses besoins, hein, va-t-on dire. Mais voilà, vous avez vraiment la possibilité de mettre entre leurs mains la langue des auteurs du 19e sans leur faire peur. D'autant plus que chez Boussole et chez Déclic, moi, c'est ce que je trouve formidable. On a affaire à des ouvrages en couleur. Voilà, et Eh oui. ça, c'est toujours attractif chez nos jeunes lecteurs. Voilà, on évite la monochromie habituelle, euh, généralement avec des intégrations également de pages de bande dessinée, hein, de planches intégrales à l'intérieur. Ça a un coût, mais voilà, c'est de cette manière que l'on va séduire les jeunes lecteurs, hein. Bon, alors les Trois Mousquetaires, oui, hein, en tant que roman historique. Moi, ma préférence, hein, j'y peux rien, hein, c'est le conte de Monte Cristo, qui est également, alors ça, j'en ai pas parlé, hein, c'est un roman historique, hein, on a tendance à Mm. l'oublier, mais l'action débute en 1815, elle se termine, alors Dantès passe 14 ans en prison, ensuite il disparaît une dizaine d'années, on sait pas trop bien ce qu'il fait, il revient, donc ça se termine, vous voyez, on est en pleine monarchie de Juillet. Et, et la première partie du roman, vous avez un détail très près du fonctionnement des 100 jours. C'est-à-dire que lorsqu'il revient
Bonaparte est sur l'île d'Elbe, d'où le soupçon de trahison. Il est arrêté entre-temps, ce sont les 100 jours, donc Bonaparte revient. On espère faire libérer Dantès, mais c'est pas le cas. Il est oublié. Louis-Philippe revient, voilà, seconde restauration. Et voilà, il reste enfermé. Donc ça reste un roman historique plus proche des hommes, plus proche des hommes. Alors là, contrairement aux Trois Mousquetaires, vous ne déambulez pas dans les pas de Louis XIII ou de Richelieu, mais vous constatez l'arrivisme, l'opportunisme. Voilà, propre à certaines sensibilités humaines, dira-t-on. Hmm. Ce serait plutôt une approche sociale un peu, Ouais. parce que finalement, enfin, on a quelqu'un qui nous disait, est-ce qu'on peut faire des passerelles avec l'histoire ou est-ce que c'est pas une difficulté de l'œuvre finalement? Même, l'histoire, je lui ai dit, c'est la première partie, oui. Alors la première partie, vous avez même, pas dans l'adaptation de Boussole, hein, ça n'a pas été retenu, mais chez Desclées, qui est pas si classique, vous êtes aux côtés de Louis XVIII. C'est-à-dire que Louis XVIII apparaît, ses ministres, et vous voyez un peu le fonctionnement du changement de régime, la peur du retour de celui qui est surnommé l'imposteur, hein, Bonaparte. Donc on est dans les coulisses des Tuileries pendant quelques chapitres. Donc oui, il y a des ponts à faire, mais très vite, Hmm. voilà, C'est plutôt vraiment on un passe. aspect humain, en Ouais. fait. Il se Ah concentre oui. quand même plus sur l'aspect humain. Il travaille sans doute beaucoup ces personnages, leur psychologie, leur construction, leur motivation, peut-être plus que un aspect historique comme on pourrait trouver chez d'autres auteurs de la même époque, quoi. Oui, oui, l'histoire passe très vite à l'arrière-plan. Bon, mais il y a quand même de cela. Enfin, si vous voulez une histoire, c'est l'histoire personnelle. Hein, parce Mm. que dans ces histoires de trahison, il y a ou de père spirituel, il y a un roman sur Alexandre Dumas, on va dire grand-père, qui se dessine. Hein. Donc, vous voyez, je vous parle pas du fils, je vous parle pas de celui qui nous occupe aujourd'hui, mais voilà, d'Alexandre Dumas de la Pailloterie, victime également de trahison, ce général. Il y a de ça, il y a de ça dans le conte de Monte-Cristo. Ouais, il y a de l'inspiration personnelle directement dans Mm, sa vie à lui, et peut-être un désir un peu de mm, réparer des mm, choses à travers la mm. fiction. Et c'est une personnalité qui séduit, vous voyez, Dumas chez les élèves, parce que au fond, je l'ai dit assez rapidement, mais il bénéficie pas d'un cursus traditionnel tel que vont y avoir accès les élites intellectuelles Mm. parisiennes ou des grandes villes. Voilà, il grandit à Villers-Cotterêts, il a quelques livres sous la main, et il va vraiment se forger une culture. Il va se forger une culture lorsqu'il va arriver à Paris, une culture littéraire. Là, il va dévorer tout ce qu'il peut dévorer, hein, au sens propre, comme au sens figuré. D'où dans ses romans énormément. Alors là, il y a est-ce que c'est de la pédanterie? Non, mais bon, vous voyez, il y a quand même une monstration d'un savoir. Il y a énormément de citations latines, Ouais. d'expressions de référence à la mythologie. Voilà, voilà. Maintenant, Dumas a acquis ses lettres de noblesse culturelle et il nous le fait savoir. Ouais, c'est assez amusant. Et sur cet aspect de métamorphose aussi, est-ce qu'il n'y a pas tout un volet qu'on peut travailler avec les élèves? C'est à la fois la métamorphose du personnage. Enfin, la métamorphose, ça peut vraiment s'étudier de plein de façons différentes parce que c'est au niveau narratif, c'est au niveau peut-être du style. Enfin, ça peut se jouer en fait à plein de niveaux. Donc, c'est aussi un bon angle peut-être pédagogique. Ah oui, 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 mais alors là, vous voyez, là, vous allez ouvrir d'innombrables portes, hein, tant pis, hein, on les laissera ouvertes. Hein. Oui, les métamorphoses, pourquoi pas, les métamorphoses humaines, bon, toujours en sixième, hein, en lien euh, avec des récits mythologiques. Bon, ça peut être Mm. une œuvre passerelle. En quatrième, on aurait ce changement perpétuel.
Moi, je le lis, vous voyez, à la figure, aux figures contemporaines de justiciers vengeurs qu'on voit apparaître au début du XXe siècle. Donc ça peut parler, ça peut parler aux élèves, hein, des identités secrètes, Mm. voilà, qui trouvent leur double dans une société civile. Monte Cristo Dantès. D'ailleurs, il se perd un peu lui-même, hein. Il faut aller jusqu'à la fin du roman euh, pour euh, pour voir à quel point le surhomme pousse, pousse loin la vengeance et retrouve son humanité. Et là, je vous laisse relire le roman, hein, parce que voilà, c'est tout simplement enchanteur, hein. Mm. Ouais, et je pense qu'il y a un autre aspect qui est fondamental, bah, c'est la vengeance. Et du coup, cet aspect, il permet même d'aller sur des questions de MC, enfin de se poser des Mm. questions peut-être plus Ah oui, philosophiques, oui. à un niveau adapté, hein, bien sûr, mais Mm. c'est quand même vraiment toute une réflexion sur la vengeance, Ben, son ben, pouvoir, ses effets, oui, oui, enfin tout ce oui. que ça implique, hein. Et vous savez, moi, enfin, lorsque je le lisais, je le lisais à l'ombre de faits divers dramatiques, et j'avais en tête la question du harcèlement, parce que Dantès finit en prison sur une lettre de dénonciation. Mm. Vous voyez, donc les passerelles sont là. Vous avez trois types, un ivre et deux jaloux, qui lancent comme ça, de façon anonyme, un billet au procureur pour faire arrêter un jeune et valeureux matelot innocent au destin prometteur. C'est une véritable cour de récréation qui Oui, se joue ouais. là, ou des tensions dans une classe ou sur des réseaux sociaux. En fait, on a vraiment une œuvre d'actualité. Je veux pas vraiment, je peux pas pousser le bouchon loin, ou je veux pas donner cette impression-là, mais quand vous vous replongez dans cette œuvre, vous ouvrez les portes d'un temple qui vous ouvre vraiment sur des problématiques humaines, éternelles. Voilà, et il faut vraiment s'éloigner pour le coup des images d'Épinal que l'on peut avoir en tête à travers des adaptations transmédiatiques, hein. Moi, je suis amateur de bonnes séries, de bons films, mais avec le Comte de Monte-Cristo, ce qui pose problème, c'est que bien souvent, on a des personnages qui vont être oubliés, d'autres qui vont être superposés. Vous prenez les adaptations des années 50, 60 ou 80, vous avez à l'origine, vous avez quatre personnages, vous avez quatre ennemis. Alors bien souvent, ça fait beaucoup quatre, hein. On les réduit à trois ou à deux. Mais on a tendance à oublier que chaque personnage porte en lui une part d'arrivisme social. On a un banquier, on a un représentant de la justice, on a un homme du peuple, euh, on a un militaire. Et Dumas règle ses comptes avec les Mm. dysfonctionnements sociaux de son époque, là. Ou alors il met tout simplement en lumière. Il met en lumière ces dysfonctionnements. Oui, c'est toujours pour dénoncer quelque chose quand même. Mm. Oui. Si vous avez des questions ou des remarques, hein, n'hésitez pas. On a encore un petit peu de temps, parce qu'on parle, mais on est tout à fait disposé Oui, 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 à oui, rebondir, à vous écouter. oui. Donc, vraiment, Oui. Et allez-y. ne fermez surtout pas l'œuvre pour ce qu'elle est, hein, ou à ce Mm. qu'elle est, ou sur elle-même. Ouvrez-la à sa postérité, aux mangas, aux adaptations de mangas qui sont magnifiques, aux adaptations en bande dessinée, en jeux vidéo, théâtre, comédie musicale, je vous l'ai dit. Voilà, en fait, c'est un coffre au trésor, hein. Vous trouverez sans cesse et assez facilement des approches, des accroches, pour peu que vous ayez été sensibilisé, parce que c'est une écriture qui vous charme ou vous rebute, hein. Et ça, je peux bien le comprendre. Moi, je suis totalement ensorcelé, donc voilà, je me laisse assez facilement emporter par par cet homme et ses motivations. Bon, et alors, il n'existe pas encore un, un voyage organisé sur les traces, enfin, qui refait son parcours. Ça n'existe pas.
ça n'existe pas. Alors, en fait, je vous l'avoue, toutes mes dernières vacances ont tourné, alors bon, ont tourné autour de points géographiques euh, Ah, visités par Edmond Dantès. Ah ouais, je me suis replongé vraiment dans ce parcours quand on voyage. Bon, alors vous avez le Marseille, hein, le Marseille puis le Château d'If. Le château d'If. Alors, faut pas de houle, hein. Donc, éviter le mois de février, éviter oui, plutôt l'été, je pense que c'est quand même plutôt un petit peu. l'été. Oui, Voilà. Et là, vous avez une belle balade. Vous avez croisière et balade sur l'île. Vous visitez une cellule qui a été reconstituée pour le tournage d'un film. Ça doit être une version de 1960. Dantès passe quelque temps également en Normandie. Bon, on ne sait pas trop où. Bon, vous pouvez passer en Normandie. Vous avez tout le cadre parisien. Alors là, c'est assez plaisant, hein, de la porte d'Auteuil aux Champs-Élysées. Oui, parce que il se loge avenue des Champs-Élysées, hein, le comte de Monte-Cristo, tant qu'à oui, faire. oui. Voilà. Voilà. Oui, il y a la Grèce, Janina. Mm, Allez, l'Italie. Oui, alors tout à l'heure, juste l'Italie, on parlait de l'histoire. Vous avez, c'est vrai que je l'ai complètement laissé de côté. Vous avez la révolte grecque entre Ah 1810 oui. et 1820, euh, qui est, euh, qui est au cœur d'un des fils de l'intrigue. Voilà, donc là, on a à nouveau possibilité, c'est le filtre, enfin c'est le fil oriental. Vous le suivez, vous cherchez révolte grecque, et en fait, Dumas, moi, m'a fait comprendre ce que c'était la révolte grecque. Comme bien souvent dans ses romans, il me permet voilà, de me replonger dans une époque donnée. Bah ça, c'est hyper intéressant parce que Hmm, ça permet de se focaliser sur ce point d'histoire hmm, hmm, qui est pas forcément euh, hyper étudié hmm, d'habitude. Donc, hmm, bah, hmm. ça peut être bien. Et du coup, sur les lieux, bah, c'est vrai que Les bah, lieux. si, je sais pas où vous êtes en France, si vous êtes en métropole ou pas, mais bah, si vous Hmm, avez un lieu pas oui, très loin de votre hmm. établissement scolaire, ça peut être aussi très sympa de Ça peut faire être. une Oui, petite oui, oui. sortie avec vos élèves Hmm, hmm, sur un lieu qui est hmm, évoqué dans le roman. Ça aussi, ça permet, je pense, aux élèves de vraiment hmm, s'impliquer, de s'intéresser, et de voir que on s'inspire aussi d'endroits réels hmm, hmm. voilà, qui existent. Et vous avez le château, hein, le château de Monte Cristo. Hein, Ouais. bon, il a eu du mal à le rembourser, hein, mais vous avez une petite tour surnommée le château d'If. C'est là qu'il écrit énormément de romans. Et sur les façades de ce château, euh, Alexandre Dumas a fait graver les visages de ses principaux personnages de romans. Alors, vous vous amusez à les retrouver Ah ouais, ouais, ici c'est et là. vraiment Voilà. Ah Alexandre ouais. Dumas mania un peu. Oh, Et totalement. aussi toute une réflexion sur l'influence entre fiction et réalité. Il y a un Hmm. auteur qui s'appelle Pierre Bayard qui parle très bien de ça. Hmm. Si ça vous intéresse, il fait des livres littéraires assez rigolos à lire. Ouais. Et il a un essai dans lequel justement il raconte Hmm. toutes ses influences et même à quel point certains auteurs comme Conan Doyle sont Hmm. envahis par leurs personnages. Ils n'ont même plus envie d'écrire sur leurs personnages, mais leur public les réclame tellement qu'ils sont obligés. Enfin, il y a vraiment des choses super intéressantes aussi qui peuvent peut-être Hmm. Hmm. interpeller les élèves, parce que là, Hmm. quand on est dans le cadre Ah, voilà, d'une fiction qui dépasse largement son auteur et qui prend totalement place dans la réalité à hmm. plein de niveaux, Et moi, il y a peut-être c'est aussi ce un que ressort. c'est ce que j'ai tendance à appeler l'effet, ou plutôt le complexe Frankenstein. J'en parle Ouais. assez souvent. Vous voyez, Lupin qui a complètement phagocyté Leblanc, Rouletabille, Leroux, enfin dans une certaine mesure, mais des personnages comme Tarzan, James Bond euh, Mm. ou, ou D'Artagnan ont Ouais. tendance à effacer le nom de leur créateur. Bon, ça c'est Ouais. formidable. Ouais, Ça oui, et c'est à torturer Ouh, le, enfin, oh là. ouais, leur créateur vraiment. Mm, Mais je mm. crois que c'est Conan Doyle qui a même essayé de tuer son personnage et puis Ouais, finalement il n'a pas ouais. réussi. Enfin, en fait, Mais si, il est mort. Il est mort. En fait, il le fait tomber dans les chutes de Reichenbach. Et pendant 10 ans, il s'essaie à autre chose.
pendant 10 ans, il lance d'autres personnages comme le professeur Challenger, mais ça fonctionne pas. Donc, il le ressuscite, mais c'est un malin, hein. Il le ressuscite à travers des mémoires. Donc, en fait, Ouais. ses aventures se déroulent avant sa mort. Et c'est passionnant. Après, il revient. Bon, il revient quand même parce que Sherlock Holmes, comme beaucoup de grands héros de feuilletons de l'époque, devient un héros patriote au cours de la Première Guerre mondiale. On a tendance également à l'oublier, hein, que ce soit Lupin, Rouletabille ou Sherlock Holmes, mènent de leur côté une guerre secrète pour la liberté. Et il y a, merci beaucoup pour votre réponse. Et il y a une enseignante aussi qui nous partage son expérience. C'est assez chouette. Elle nous dit qu'elle a étudié avec ses cinquièmes cette année et ils ont fait le procès des personnages masculins. Ils se sont régalés. Bah, c'est une super idée. Ça, typiquement, voilà. Et on parlait du théâtre tout à l'heure. Et c'est clair que la théâtrisation, elle est facile d'accès avec ce type de texte. Et là encore, on peut s'imaginer que les élèves vont se prendre au jeu quand même très facilement. Oui, 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 parce que c'est très difficile de faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre. Euh, où se trouve la justice et où l'injustice? C'est pas évident, c'est pas évident. Et également le sursaut final. Je reviens pas dessus, mais voilà, il est vraiment étonnant. Il est étonnant et inattendu pour des primo-lecteurs. Si vous vous lancez dans cette histoire, elle a de quoi vous désarçonner. Et Hmm. ça c'est passionnant. Le procès, euh, voilà, c'est une très très belle mise en application voilà, de cette œuvre de fiction. Mm. Super. Est-ce que vous avez encore d'autres questions, d'autres choses que vous voulez nous partager? On a encore quelques petits instants. Mais dans tous les cas, je pense que vous avez trouvé votre lecture d'été, hein. Euh, Complètement. Si, ah oui, oui, si c'est oui. pas encore fait, Je pense que le film va vous convertir, hein, parce qu'il va y avoir un effet cinématographique. Il faut pas en avoir ouais. honte, hein. Il faut pas en avoir honte. Il faut pas le cacher. Euh, on l'a vécu avec Arsène Lupin. Les œuvres de Leblanc ont dépassé J.K. Rowling sur plusieurs mois. Oh, c'est bien, voilà. Eh Hmm. bien, on espère que Dumas connaîtra également le même destin, ainsi que de nombreux autres auteurs stéréotypés, oubliés. Moi, j'aimerais voir, vous voyez, un nouveau Rouletabille ou une Fantomette ou un Ah oui. Fantomas. Ouais, Fantomètre, Voilà. vraiment, là, ça Voilà, serait génial. l'appel est lancé. Ouais. Et ça permet, pour le coup, c'est un excellent média, hein, l'écran, on peut pas faire sans, hein, pour proposer des lectures et surtout passionner des lectures. Parce qu'à travers ce genre d'action, vous transformez une lecture institutionnelle, contrainte, Un plaisir. parfois en plaisir, voilà, en Hmm. passion. Voilà, Hmm. voilà, et d'aller, on va au-delà, quoi. Mm, Hmm. Je crois que c'est un super mot de la fin de vraiment se dire que là, il y a mm, une lecture plaisir mm. et qu'avec les éditions qu'on vous propose, bah, vous gardez le plaisir de la lecture parce que on n'abîme pas le texte et en même temps, c'est quand même plus accessible pour vos élèves plutôt que l'œuvre intégrale. Et vous, si vous l'avez pas encore lu, par contre, lisez l'œuvre intégrale cet été, quoi, sur la plage. En liseuse peut-être, pour éviter le poids du livre, si vous avez. Oui, oui, mais on a besoin d'une Euh, bonne édition. Il faut des notes de vocabulaire, hein, parce que c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Tout à fait. Le choix de l'édition est primordial et on espère que vous allez trouver votre bonheur parmi tout ce qu'on vous a ouais. proposé, qui couvre bah, du coup un peu tous les cycles, voilà, pour tous les différents cas de figure. Voilà. Encouragez vos élèves à aller voir le film. Comme ça, bah, si vous les retrouvez en début d'année prochaine, hop, vous pouvez embrayer sur l'étude du livre. Et puis, bah, un grand merci à vous, Cédric Andouche, pour cette super présentation, ce temps d'échange. Merci de nous transmettre votre passion de cet auteur et puis aussi pour d'Arsène Lupin, enfin de tous ces auteurs-là qui sont hyper inspirants.
Le replay sera bien sûr disponible sur le site de Belin Éducation, sur notre chaîne YouTube. Et n'hésitez pas à nous écrire si vous avez des questions, des remarques, si vous voulez nous partager quoi que ce soit, si vous avez des choses à transmettre à Cédric Andouche, on lui transmettra avec plaisir. Voilà, on vous souhaite à tous une très bonne fin d'année, de bonnes vacances et puis de très belles lectures. Au revoir. Au revoir.